bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc la réunion publique va commencer dans quelques minutes. Je vous invite à prendre place. Voilà, donc il y a de la place au deuxième, au troisième rang. On garde quelques sièges au premier rang pour les intervenants qui vont arriver. Voilà. Donc Razi Amati est arrivé, ainsi que tous nos intervenants. Donc voilà, on va bientôt commencer la réunion. Écoutez, bienvenue. Bienvenue, bonne année à ceux que j'ai pas eu l'occasion de voir. Mais beaucoup d'entre vous, je les ai vus ou revus depuis le 1er janvier. Merci à toute l'équipe, tous ceux qui ont contribué à ce moment et à l'organisation de ce moment, même s'il n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Je voudrais commencer par deux choses avant d'introduire quelques éléments concernant la culture, le débat sur la culture, les propositions pour la culture dans la perspective des élections municipales. C'est peut-être dans un registre moins lié directement à la culture, mais vous dire tout le plaisir et le bonheur que j'ai à mener cette campagne électorale avec les gens de l'équipe, les gens qui s'engagent, des citoyennes et des citoyens qui jamais de leur vie n'avaient fait de la politique. Et vous dire la chose suivante, c'est que depuis plus de 30 ans, les campagnes électorales à Montreuil sentent mauvais. Et pour autant, avec le potentiel extraordinaire de cette ville, de sa population, de la diversité de celle-ci, des compétences, de la volonté de faire, d'apporter, d'exprimer, peut-être parce que ces campagnes électorales sentaient mauvais, on n'a jamais eu peut-être une équipe municipale à la hauteur de la population. Mon seul objectif dans les 60 jours de campagne électorale qui restent est d'amener à la direction de la ville de Montreuil une équipe municipale qui vous ressemble, faite de personnes compétentes, efficaces, qui aiment leur ville et qui sont convaincus du potentiel de celle-ci. On ne répondra jamais aux attaques, on n'entrera jamais dans la polémique, et nous sommes d'ailleurs la seule équipe à ce stade et à ce jour qui fait campagne depuis plusieurs semaines sans jamais avoir cité le nom de ses concurrents. Parce que notre objectif, c'est de faire des propositions, de les défendre et de nous adresser en priorité aux Montreuilloises et aux Montreuillois. Le premier de ces potentiels, c'est la culture. Lorsque on a décidé de mettre comme priorité pour le projet de Montreuil en mouvement l'éducation, mais aussi, bienvenue, l'éducation, mais aussi le développement économique, nous avons trois priorités, notamment la culture. Pourquoi c'est un parti pris qui n'est pas évident, mais parce qu'on pense qu'on doit partir aussi de là où on est fort. La culture, c'est un vaste débat, c'est une vaste discussion. Dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a le projet culturel, il y a les différentes formes d'expression, il y a les lieux, il y a la manière dont on les partage, la manière dont on les diffuse. Il y a eu de nombreux entretiens, de nombreuses auditions, de nombreux dialogues, de nombreux débats. Et je salue le travail extraordinaire qui a été mené par Rebecca, mais aussi je sais qu'elle a été beaucoup, et plus même, si je peux me permettre, aidée et soutenue par Jean-Fabien, et de toute l'équipe, et par toute l'équipe du groupe Culture. Je vois Benjamin, qui est là, et je vois tous ceux qui ont participé à la réflexion, qu'ils soient issus des musiques électroniques, qu'ils soient issus de la basse, qu'ils soient issus de la musique graphique, qu'ils soient issus des lieux, qu'ils soient issus de l'expression théâtrale, du cinéma. Et finalement, lorsque on porte un projet culturel et qu'on veut le partager, écoutez, l'objectif, il n'est pas non plus d'avoir un catalogue de 400 mesures. On connaît l'opposition, on les exprimera dans le programme et le projet.
de la réintégration des personnels du Méliès, en passant par le soutien à telle et telle politique publique, la question inévitable de l'appropriation des programmes et des programmations, notamment au regard des nouveaux lieux qui émergent, pour ne citer que le 116, la question aussi de la bataille qu'il va falloir mener dans le cadre de la nouvelle ère de coordination politique, qui est celle de l'agglomération, qui est celle d'Est Ensemble, pour ne parler que des infrastructures, mais ce qu'il convient de porter, c'est des principes directeurs. Et le principe directeur, moi je voudrais remercier vraiment tous ceux qu'on a pu entendre, tous ceux qu'on a pu écouter, avec lesquels on a débattu depuis des semaines et des mois, parce que, vous savez, quand on rencontre ces gens qui depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans usent leur semelle sur le bitume de Montreuil pour monter des projets, qui ensuite créent des institutions, alors je ne vais pas tous les citer parce que ça prendrait des heures, mais et qui aujourd'hui sont reconnus nationalement et quelquefois à l'extérieur de nos frontières, souvent en ne devant, d'ailleurs la plupart des cas, en ne devant rien à la ville de Montreuil, si ce n'est à ses habitants et à l'envie de ses habitants de faire des choses. Quand on les a rencontrés, ils nous ont dit, la première chose qu'ils nous ont dit, la plupart, c'est, nous, la seule chose qu'on demande à une ville, demain, la première des choses qu'on demande, c'est qu'il y ait l'appropriation. C'est que la ville s'approprie ce que l'on fait. Que ce soit en termes de pratiques artistiques, des instants chavirés à Made in Montreuil, de ce qui se passe au Théâtre des Roches, jusqu'à ce que l'on peut voir émerger à travers certaines petites scènes modestes, mais avec une volonté d'excellence dans la programmation et la sélection. La première des choses qu'ils nous ont dit, c'est nous voulons une collectivité qui s'approprie ce que l'on fait, qu'elle le mette en valeur, qu'elle le mette en avant. Et donc, la deuxième chose ensuite, et c'est peut-être le deuxième principe directeur essentiel, c'est ce que l'on souhaite, c'est du soutien et de l'accompagnement. Alors, je regarde au premier rang ceux qui nous ont beaucoup aussi alertés sur le sujet, ceux qui sont venus dans cette réunion en pensant qu'il y aurait l'annonce de la création d'une grande infrastructure, d'une nouvelle grande cathédrale. En termes de lieux culturels, se sont trompés de réunion. Parce que ce que nous ont dit l'ensemble des acteurs de la ville, c'est qu'il y a tellement à faire pour aider l'existant, et l'existant, c'est tant les infrastructures que les projets. Les infrastructures, ça va de la maison populaire dont la rénovation doit être financée dans les 6 ans qui viennent, en passant par le patrimoine culturel, mais qui est aussi un lieu d'accueil, d'expression et d'événements culturels, comme les musicales, pour parler de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, dont une partie entière de la nef s'effondre. L'existant, c'est aussi, et c'est tout aussi essentiel lorsque je parle de Saint-Pierre-Saint-Paul et de la maison populaire, aussi du musée de l'histoire vivante. Appropriation, soutien et accompagnement de l'existant, mais aussi mise en lien et mise en perspective. Je crois qu'en 2014, ce qui sera attendu de la nouvelle municipalité, c'est qu'elle ne décrète pas la culture. Nous avons la chance d'avoir de nombreux acteurs, une diversité de pratiques et d'expressions qu'il nous faut savoir accompagner et mettre en perspective. Et mettre en perspective à travers quoi? Mettre en perspective à travers une programmation. Il y a très peu de lieux, pour dire peut-être aucun, où à Montreuil, la politique publique locale, où la coordination des acteurs culturels peut se faire de manière régulière, à la fois pour mutualiser, à la fois pour partager les expériences, mais y compris pour mettre en perspective une programmation, pour mettre en lien les acteurs et créer les complémentarités là où elles sont utiles. La mise en perspective, elle part aussi de là où on est fort. Je crois qu'une municipalité ne doit pas se substituer aux acteurs culturels. Elle ne doit pas se substituer à ce qui fonctionne bien, sous prétexte que cela ne va pas forcément dans son sens.
La politique du cinéma à Montreuil, elle nécessite une sérénité, par exemple. C'est pour ça que je parlais de la réintégration. Mais la politique du cinéma à Montreuil, elle ne peut pas se résumer seulement au Méliès. Et au lieu, le Méliès. Quand je dis mise en perspective et lien, c'est aussi la question de la transversalité. Quel est le job d'une municipalité? C'est de faire rentrer en résonance, d'aider à faire rentrer en résonance, d'essayer de faire rentrer en dialogue le territoire, sa diversité, sa richesse, mais aussi ses difficultés et ses inégalités avec ce qui est notre potentiel culturel. Et les enjeux, ils sont immenses de ce point de vue-là. Quand je dis le cinéma, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine historique. Quand on dit Méliès, tout de suite, on Montreuil, on dit Pathé, on dit les studios. On a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose qui retentit au-delà du siècle pour aller interpeller ce qui est aussi une nouvelle forme d'excellence pour laquelle on est reconnu au travers de la planète autour du jeu vidéo. La politique, elle a vocation à essayer de susciter le débat autour de ces transversalités que l'on peut essayer d'accompagner et d'aider. Mais susciter, ce n'est pas se substituer. Initier et innover, ce n'est pas inventer à la place d'eux. Aider à faire émerger, ce n'est pas soi-même donner naissance. Et cet état d'esprit, c'est ce qui nous a accompagnés tout au long de nos discussions, et quelquefois, ce qui nous a permis aussi de nous remettre en cause. Remettre en cause, lorsque je parlais tout à l'heure, par exemple, d'infrastructures. Vous savez, il y a eu tout le débat autour des infrastructures sportives, la piscine, est-ce qu'elle peut se terminer, combien ça coûte de ne pas terminer la piscine, la dimension du bassin extérieur, est-ce qu'on peut économiser 4-5 millions d'euros, si on économise 4-5 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'il ne faut pas créer un grand lieu culturel dans le Haut-Montreuil? Et là, on s'est fait tirer les oreilles par ceux qui militent ici dans le domaine et qui travaillent depuis des années et des années. Et ils nous disent qu'il ne faut pas recréer des cathédrales. Par contre, les acteurs du terrain, ceux qui militent au quotidien, ceux qui essaient de répondre aux défis de ce que sont les pratiques amateurs, qui est un des grands défis de la ville de Montreuil pour les 10 ans qui viennent. Dans le domaine de la photo, quand je vois le travail formidable qui a été fait dans le quartier des Morillons, dans le domaine de la musique, où on a connu la grandeur du Café La Pêche et on ne cesse d'en ressentir une part de délabrement, même s'il y a une équipe qui se bat et qui fait le mieux qu'elle peut. Autour de ce qu'est le café-concert. Et je salue ceux qui nous accueillent ici ce soir, parce que vous êtes ici, dans la plus grande salle de concert de Montreuil. Eh oui, plus de 100 000 habitants, la plus grande salle de concert, vous êtes à l'intérieur. Est-ce qu'on va recréer une salle de concert? Non, parce que je pense que, justement, si on veut aller voir un concert avec 5 000 ou 6 000 personnes, on prend le métro, on va à Paris. Par contre, nous, on a une excellence dans le domaine du café-concert. D'ailleurs, ce qui se passe ici le prouve. Mais en même temps, lorsqu'on parle du Haut-Montreuil, l'objectif, il n'est pas non plus de refaire une très grande infrastructure. Mais il est d'avoir sur chacun des quartiers quelque chose qui permette à la fois la pratique amateur et la pluridisciplinarité des pratiques. La photo et la musique. L'art graphique et le partage des cultures, parce que aussi une de nos richesses, c'est la diversité de notre culture. Moi, je ne suis pas de ceux, et mon équipe n'est pas de celles qui considèrent que tout ce qui n'est pas avec nous est contre nous, que tout ce qui a été fait par le passé est mauvais. Nous, on pense qu'il y a eu des bonnes choses réalisées dans le passé. Et puisque le présent se conjugue au passé, parce qu'il est sûr que nous aurons une nouvelle municipalité à partir de 2014, il y aura aussi des idées à reprendre dans ce qu'ont été les assises. Les acteurs culturels de la ville ont pu être déçus du résultat, mais quand même, tout le monde a discuté pendant des semaines et des mois. Il y a des gens qui ont apporté des contributions dans ce débat-là, et il faudra interpeller, interroger ce qui peut être repris pour l'avenir. Moi, je trouvais très intéressant, à titre individuel, après les choses méritent d'être discutées, et je terminerai par là, la Maison des langues, avec la multiplicité des nationalités que nous avons. Et là aussi, c'est dans les auditions et dans les rencontres qu'on a fait que les gens nous ont dit, nous, la Maison des langues, on a trouvé ça plutôt bien. Moi, je ne connaissais pas. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait eu ça. Donc je suis allé dans les comptes rendus, j'ai revu ça, on a regardé ça avec Rebecca, on a interrogé des gens, ils nous ont dit, bah oui, c'est... Mais il y aura un conseil local de la culture, des cultures. Parce
Parce qu'il faut un moment, un lieu où on se rencontre. Il y aura des sujets plus pragmatiques, plus pratiques, plus techniques, plus concrets, plus immédiats. L'ancien Méliès, enfin le futur ex-Méliès. Enfin, j'espère. Mais espérons que cela arrive tôt. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce lieu? Parce que c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on a aussi. Moi, je pense que la culture, elle doit permettre l'émancipation, l'épanouissement, elle doit aider au vivre ensemble, mais elle doit aussi être un outil, quelquefois, par rapport aux défis qu'une ville doit relever. Et notamment l'un d'entre eux, l'appropriation de l'espace public. On est quand même dans une ville où il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de... Bon. Et l'appropriation de l'espace public, elle est... Quand on voit toutes les difficultés qu'on a à faire vivre le marché couvert à quelques mètres d'ici, lorsqu'on voit les difficultés qu'on a à faire rentrer en résonance, à faire rentrer en dialogue, ce que je disais tout à l'heure, la culture et le territoire, comment la culture peut permettre cela? Comment peut-on encore s'interroger aujourd'hui sur le fait qu'au stade de 2014, il n'y ait pas encore d'événements culturels de référence qui soient rentrés en résonance avec nos 3 parcs magnifiques, Guilan, Montreux et Beaumont? Comment, à un moment, la culture peut être aussi quelque chose d'unifiant pour l'ensemble de la ville? Et là, pareil, on ne va pas décréter un événement. Mais j'ai mal au cœur lorsque je regarde mes amis à Paris, que je discute avec Frédéric Calandra, que j'avais ce matin au téléphone, puisque un des artistes montreuillois, vous savez, Artov Popov, qui avait fait une fresque sur Manoukian, elle a été vandalisée par des fachos, quoi. Et donc j'avais Frédéric Calandra au téléphone et qui me redisait ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire le nombre d'acteurs culturels de la ville de Montreuil qui sont aujourd'hui impliqués dans la réforme des temps scolaires à Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des troupes de théâtre, il y a des artistes, il y a des gens qui viennent du graphisme, il y a des gens qui viennent de la vidéo, qui aujourd'hui participent et sont payés dans le cadre de la réforme des temps scolaires de la ville de Paris. Je ne dis pas que nous aurions dû exactement faire la même chose, même si je le pense, mais nous aurions pu au moins prendre langue avec les acteurs culturels de la ville. Je vois nos amis du Weather Festival. Il y a, vous savez, pendant le Weather Festival, il y avait le mini Weather. Il y avait au théâtre Berthelot une centaine, voire 200 petits gamins de moins de 15 ans qui ont, pendant toute une journée, fait des ateliers de ce type. Et je sais que les gens qui travaillent sur le mini Weather sont aujourd'hui impliqués dans la réforme des temps scolaires dans des grandes villes de France. Alors se pose la question des moyens, puisqu'elle va être posée. Et qu'elle sera posée dans le débat, donc je préfère en dire un mot. Si quelqu'un vous promet qu'il va baisser les impôts s'il devient maire de la ville de Montreuil, je vais vous faire une confidence, mais à mon avis, il vous ment. Par contre, on peut s'engager à ne pas les augmenter, puisque malheureusement, vu la situation fiscale de la ville et au regard des revenus moyens des Montreuillois, puisque plus de 50% de la population ne paye pas d'impôts, donc on a une population qui est déjà en situation difficile, mais qui est soumise à la taxe d'habitation et à la taxe foncière, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc les ressources, va falloir qu'on aille les chercher autour des priorités et des volontés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget de la ville de Montreuil sur la culture en fonctionnement, c'est 16% du budget de fonctionnement, et c'est 4% des investissements. Dans ces 2 chiffres-là, on est à chaque fois en dessous largement de la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. Donc ça veut dire qu'on ira faire des économies ailleurs, mais on souhaite au moins atteindre la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. Je pense que Montreuil, avec ce qu'on est, ce qu'on incarne, on peut être au moins dans la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. Au moins. C'est-à-dire passer de 16 à 19,5%, qui représente quand même quelques euros, et de même pour l'investissement, mais en ayant aussi une logique pluriannuelle. À Montreuil, d'une année sur l'autre, on passe de 5 millions et quelques d'euros d'investissement à peine plus de 4 millions en un an. Alors certes, il y a eu le 116, tout ça, etc. Mais on doit pouvoir donner une lisibilité aux acteurs culturels de la ville. Leur dire, sur 3, 4, 5 ans, quels sont les investissements nécessaires. Parce que nous avons aussi des lieux d'accueil
et de la culture à Montreuil. Je parlais de la maison populaire, je parlais du patrimoine avec Saint-Pierre-Saint-Paul, je parlais aussi du musée de l'histoire vivante, je peux parler aussi de ce que sont les infrastructures aujourd'hui des compagnies de théâtre, ou de ce que sont aujourd'hui les théâtres de Montreuil, et la situation dans laquelle ils se trouvent, tant du point de vue de l'acoustique que des sièges, et comment on peut avoir sur 5 ans un plan d'investissement à la rénovation de l'existant plutôt que d'aller dépenser des millions d'euros dans des choses. Et je ne vais pas citer de lieux parce que tous les lieux qui aujourd'hui existent, il va falloir les faire vivre et il faut qu'ils réussissent, donc rien ne sert de les stigmatiser et de les enfoncer. Mais en tout état de cause, nous sommes partisans en effet de la réhabilitation, de la rénovation et de l'accompagnement de l'existant plutôt que. Et avec un plan d'investissement sur plusieurs années. Ça, c'est pour partir du budget tel qu'il est aujourd'hui. Mais il y a aussi, et je terminerai par ce point véritablement, les logiques de coopération. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un projet à porter à l'échelle de l'agglomération. Sur le cinéma, par exemple. Et je prends cet exemple parce qu'il est bon. Où on fait de la politique politicienne et on dit nous, on va sortir d'Est Ensemble parce que Est Ensemble, c'est pas bien, allez savoir pourquoi. Ou on va pas faire le Grand Paris alors que c'est la loi, hein, elle a été votée. C'est voté. Il y a un Grand Paris, qu'on le veuille ou pas. La politique du cinéma, elle est à l'échelle de l'agglomération et la mutualisation des infrastructures. Elle a un sens à travers le fait que la politique du cinéma, elle doit être menée à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. Cette cinéma communautaire, à Montreuil, nous sommes une des villes les plus pauvres de la Seine-Saint-Denis, dans le département qui est le plus pauvre de France. Il est normal que nous ne soyons pas seuls à assumer le financement de l'infrastructure, et y compris les investissements à venir. Une des premières traductions est déjà, pour chaque habitant d'Est Ensemble, de pouvoir avoir accès avec la carte à un tarif unique et commun sur l'ensemble des 7 cinémas de l'agglomération d'Est Ensemble. Eh bien, je crois demain que dans un certain nombre d'investissements qu'il faudra faire, eh bien, il faudra agir de la même façon. Je pourrais citer les bibliothèques aussi. Demain, s'il faut rattraper le déséquilibre qui existe en termes d'infrastructures, pas simplement entre le haut et le bas Montreuil, mais entre la première couronne immédiate et les limites nord de ces premières frontières et de ces premières couronnes immédiates, eh bien, ça se fera au niveau de l'agglomération. Et il faudra le faire au niveau de l'agglomération. 2 derniers défis massifs, je disais les pratiques amateurs, mais aussi les musiques actuelles. Il y a une légende urbaine qui dit que dans un département, il ne peut y avoir qu'une seule SMAC, scène des musiques actuelles. L'une de nos priorités sera de faire en sorte que Montreuil puisse mettre en place, développer et avoir comme rayonnement premier des musiques urbaines, et pas seulement les musiques urbaines, parce que vous savez que les scènes des musiques actuelles, il n'y a pas que de la musique urbaine, une SMAC, et peut-être même que, pour le coup, il y aurait là un sens à ce que l'ex-futur ancien, peut-être, Méliès, en soit le lieu de résonance et le lieu aussi de rencontre des artistes, parce que nous sommes quand même dans une ville où on a beau s'enorgueillir d'avoir beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes engagées dans la culture, nous sommes aussi une ville où les artistes et les acteurs de la culture se rencontrent peu, pour ne pas dire ne se rencontrent pas. Et donc cette scène des musiques actuelles, au travers de le multi-usage qui pourra en être fait, peut être aussi une plateforme pour les arts graphiques, mais aussi pour la rencontre des artistes entre eux. J'ai été trop long. J'ai voulu partager avec vous aussi les résultats des travaux immenses qui ont été réalisés à la suite des échanges et des discussions. Cette réunion ce soir, elle permet aussi encore d'enrichir ce qu'on a fait, puisque nous rendrons public notre programme début février. Et d'ores et déjà, vous remercier pour vos contributions et m'excuser par avance d'avoir été trop long. Merci. Merci Razi. Donc je voulais juste avant de continuer le débat remercier Jean-Michel Guinbeau
qui nous a gentiment prêté 3 de ses œuvres. Donc on voit ici voilà, quelques peintures d'un peintre montreuillois qui travaille à Montreuil depuis une vingtaine d'années, qui est présent sur le territoire depuis très longtemps. Donc il y a l'une de ces peintures ici, et puis 2 autres peintures ici. On a également une photo de Patricia Martin, une artiste mexicaine qui a travaillé à Montreuil, et un tableau là-bas de, j'ai oublié son nom à chaque fois, Jérôme Torres, donc un artiste de l'art numérique, voilà, qui a également été présent à Montreuil. Donc voilà, on voulait ancrer cette rencontre publique à la fois dans un espace culturel et aussi permettre à des artistes montreuillois d'exposer pendant cette réunion. Je passe la parole tout d'abord à Jean-Fabien Leclanche, qui est plasticien, photographe, présent sur le territoire depuis de très nombreuses années et qui est également le responsable média de ici Montreuil. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Rebecca, merci Razi de ton invitation. Évidemment, je n'ai pas ton éloquence ni ta poésie, c'est ici. Je vais simplement me permettre, en guise de préambule, de vous dire un petit texte d'intention qui m'importait, qui est un peu généraliste, après quoi je suppose que l'on pourra tous partager, échanger ensemble. Qu'attendre d'une ville ou d'un politique pour la culture aujourd'hui? Au regard de mes 15 ans d'expérience en tant que citoyen et qu'artiste à Montreuil, j'avais plutôt tendance, avant d'arriver ici, à répondre rien, ou en tout cas pas grand-chose. C'est vrai que nous avons énormément de choses ici. Nous avons Vox, nous avons les Instants Chavirés, nous avons le chinois, les cafés-concerts, comme tu l'as très bien souligné, Razi. Nous avons la Voie est libre, nous avons la Girandole, Las Noches, les Manufactories, Trait d'Union, l'Espace 111. Nous avons ici Montreuil, nous avons Simplon. Nous avons des milliers de petites mains qui racontent des histoires tous les jours sur ce territoire. Pourtant, comme tu l'as très bien compris, pour une ville, la culture est une formidable opportunité. C'est une chance absolument extraordinaire, un levier magnifique. La culture crée du lien, s'enrichit des différences. La culture fabrique du mieux vivre. La culture fabrique de l'image de marque pour une ville. La singularité de Montreuil, c'est ce carrefour des expressions artisanales et de l'innovation, cette industrie créative dont on parle souvent, dont on cite Ubisoft comme l'un des grands fers de lance. C'est un territoire d'utopie concrète, dans le sens où les choses se fabriquent vraiment, pour de vrai, où on invente, où on réfléchit à de nouveaux modèles sociaux et économiques. C'est la ville, Montreuil, c'est la ville où l'horticulture réinvente l'écologie urbaine, où le code informatique booste les destinées des plus défavorisées. Et là, je pense très directement à Simplon. C'est la ville où les makers imaginent de nouveaux savoir-faire par le biais de nouveaux moyens de prototypage, notamment avec les Fab Labs que l'on peut retrouver chez ici Montreuil ou à Mosinor. Un Fab Lab s'ouvre en février. La culture, donc, pour le mauvais clin d'œil, ce ne sont pas simplement des vernissages, ce n'est pas simplement du beau, ce ne sont pas simplement de nouveaux équipements flambant neufs, et Razi en a parlé. À mon sens, c'est bien sûr de l'écoute, plus de capacité à produire du sens, du lien, de l'innovation et du partage. Alors, pour conclure, moi je serais tenté de dire que pour accompagner cela, nous n'avons pas besoin d'une politique culturelle, mais d'une vision. Et d'une vision non dogmatique, une vision transversale, agile, curieuse, bienveillante et surtout très réactive. Je vous remercie. Merci Jean-Fabien. Moi je passe le micro. Je passe le micro à Félicie Fabre, responsable de la Girondole. Tu vas te présenter. Alors, je suis co-directrice. Malheureusement, je ne suis pas directrice toute seule. Je n'ai pas encore aussi à me débarrasser de Luciano. Donc, nous sommes tous les deux co-directeurs du théâtre de la Girandole. Je te remercie, Razi, d'être venu. Enfin, c'est quand même moi qui est là. Hein. C'est ça qui compte. Hein. Donc, on va quand même parler tous les deux. Moi, je vais parler de la poésie et lui va parler d'argent.
Il faut les deux pour faire du théâtre. Hein. Pardon? Ouais. Oui, je pense qu'il faut la poésie et l'argent pour parler de la culture. Donc je te remercie, Razi, de nous avoir invités à venir parler de notre expérience. Oh là là, je me croirais sur la scène, on me prend en photo, c'est trop bien. Donc Jean-Fabien, c'est là que je vois, je suis très ringarde d'une autre génération avec mes cheveux blancs, parce que moi je suis encore restée au papier. Je vois que lui, il avait son machin là, tu sais, super moderne. Donc voilà, moi je vais lire un texte. Avec mon papier. Tu me permets? Alors, je dis, messieurs, que les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des lettres et des arts sont mauvaises doublement. Elles sont insignifiantes au point de vue financier et nuisibles à tous les points de vue. Ce système d'économie ébranle d'un seul coup tout net cet ensemble d'institutions civilisatrices qui est, pour ainsi dire, la base du développement de la pensée française. Quoi? D'un côté, la barbarie dans la rue et de l'autre, le vandalisme dans le gouvernement? On pourvoit à l'éclairage des villes. On allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire aussi dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux dans les esprits? La grande erreur de notre temps, ça a été de pencher, je dis plus, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien-être matériel. Il importe, messieurs, de remédier au mal. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme. Il faut, et c'est la grande mission, la mission spéciale du ministère de l'Instruction publique. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même, et par conséquent, la paix de l'homme avec la société. Pour arriver à ce but, messieurs, que faudrait-il faire? Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Ce résultat, vous l'aurez quand vous le voudrez. Quand vous le voudrez, vous aurez en France un magnifique mouvement intellectuel. Ce mouvement, vous l'avez déjà. Il ne s'agit pas de l'utiliser et de le diriger. Il s'agit que de bien cultiver le sol. L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent. Ce ne sont pas les talents. Ce ne sont pas les grandes aptitudes. Ce qui manque, c'est la pulsion sympathique. C'est l'encouragement enthousiaste d'un grand mouvement. Je voterai contre toutes les réductions que je viens de vous signaler et qui amoindriraient l'éclat utile des lettres, des arts et des sciences. Je ne dirai plus qu'un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise regrettable. Vous avez cru faire une économie d'argent. C'est une économie de gloire que vous faites. Je la repousse pour la dignité de la France et je la repousse pour l'honneur de la République. Alors, c'est une intervention de Victor Hugo à l'Assemblée nationale le 10 novembre 1848. C'est malheureusement encore d'actualité. Mon co-directeur, venez donc prendre la place et parler d'argent. On nous a demandé de raconter un peu l'aventure du théâtre de la Girandole. Donc on est juste à côté de la place, la rue de la Piscine, rue Édouard Vaillant. Donc on a ouvert ce lieu il y a un peu plus de 6 ans avec une subvention municipale de 2500 €. On était plutôt contents. On nous a dit, mais vous êtes fous, il faut demander plus. Ah bon? Donc à l'époque c'était Jean-Pierre Brard, maire de la ville de Montreuil, donc on a demandé plus, hein, et ça fonctionnait. Il nous a donné 10 000... 15 000. Hein? Non, il en a donné 12 500, voilà. Voilà, donc bon, on était contents, on était contents. On s'est aperçu par la suite que quand on embauche des personnes, à ce jour il y a 7 emplois
à plein temps à la Girandole qu'il faut rémunérer, et donc avec 2500 euros, c'était juste. Donc c'est à ce moment-là qu'on a été taper des portes. C'est grâce à la région qui nous soutient, que c'est notre soutien le plus important, que la Girandole peut, c'est pas parce qu'il y a un responsable de la région que je dis ça, mais c'est important. La région Île-de-France a mis en place une politique très ambitieuse en direction des lieux qu'on appelle les lieux intermédiaires, les fabriques, c'est-à-dire des petits lieux comme la Girandole, l'échangeur à Bagnolet, le Colombier, enfin tous ces lieux qui travaillent vraiment sur les territoires et qu'ils sont complètement dédaignés par l'État, par PAC, donc le soutien ça va qu'aux scènes labellisées, donc CDN, scène nationale, et donc ils ont mis en place vraiment une politique qui a permis à ces structures de continuer à vivre. On est aidé aussi par le département, avec une petite enveloppe, et je dois dire que la ville de Montreuil, il nous soutient. Je dois dire qu'on a pu travailler correctement avec la municipalité qui est encore en place. On a fait des choses ensemble. Bien sûr, quand je parle, un jour je parlais avec Régis Bette de l'échangeur, je lui ai dit le montant de subvention pour faire fonctionner le théâtre de la Girandole, c'est-à-dire à aujourd'hui, on est à 16 000 euros sur l'année, il s'est roulé par terre en disant parce qu'il connaît le travail qu'on fait. Je sais aussi que dans la salle et dans Montreuil, il y a des structures équivalentes à la Girandole, je ne sais pas, des réalités très importantes qu'ils ont zéro. Donc, et qu'il y en a peut-être qui disent ces salauds de la Girandole, c'est eux qui ont raflé toute la mise des miettes qui restent une fois qu'on a rempli les carnets de chèques pour faire fonctionner les structures qui, heureusement, et on est fiers qu'il y a autant de structures culturelles existent sur la ville de Montreuil. Donc, il y a une véritable difficulté donc, à faire vivre ce qui existe sur Montreuil. Et là, je viendrai aux moyens. Donc, quand on prend le budget de la culture, donc on a une CDN, une bibliothèque, on a des structures, un cinéma, et je suis pour. Qu'est-ce qui reste? Il reste plus grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on va donner 16 000 à la Girandole, 5 000 par-ci, 5 000 par-là, ça y est, c'est fini. Il y a le 116 qui arrive, il dit comment on va faire pour faire fonctionner le 116? Il n'y a plus de sous dans la caisse. Et je peux les croire, sincèrement. Donc, le problème, c'est où? Donc, j'ai entendu une 19% et demi à la place de 16%. Donc, ça me paraissait quelque chose à retenir, d'intéressant, parce que je ne vois pas comment on peut aider toutes les structures, toutes les réalités qui existent avec l'enveloppe qui est consacrée à la culture sur la ville de Montreuil aujourd'hui. Donc je m'arrêterai là, je m'arrêterai là dans mon petite analyse. Et en tout cas, je suis ravi d'être ici ce soir, qu'il y a du monde, qu'il y a des réunions qui sont consacrées à la réflexion sur la culture. Je m'en réjouis. Et nous, en tant que Girandole, on participe, on s'active, on s'intéresse aux différentes propositions. C'est notre ville, on y est attaché. Et vraiment, on espère que la nouvelle municipalité puisse vraiment remettre un coup de fouet et valoriser. Et j'ai entendu, là aussi, une envie de mettre en valeur ce qui existe sur la ville de Montreuil. Un jour, Madame Voynet, il m'a dit, j'ai pris ça comme un compliment, je ne sais pas si c'était un compliment, mais il m'a dit, ah, vous, la Girandole, rapport qualité-prix, vous êtes imbattable.
c'est vrai que 16 000 € pour faire fonctionner sur une année une structure qui est ouverte pratiquement avec les représentations, les compagnies qui répètent 365 jours par an, alors que la moindre festivité, le moindre truc organisé sur une demi-journée ou sur une journée par la ville, ça coûte au moins l'équivalent du budget qui est affecté pour faire fonctionner sur une année le théâtre de la Girandole. Mais, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc oui. Donc j'ai oublié dans les soutiens. Donc notre député, il nous soutient aussi avec la permanence parlementaire, l'enveloppe parlementaire. Donc c'est vrai que bon, on a de la chance, on se considère quand même heureux. Ce soir, on était à l'ouverture du théâtre, il y avait du monde, tous les soirs on ouvre. Et on ne demande pas plus, quoi. C'est sûr, on demande plus. Alors il y a un sujet très important avant de redonner le micro à Rebecca. C'est la question de la transparence aussi. C'est-à-dire qu'à Montreuil, il est très difficile de savoir exactement et précisément qui finance quoi, qui est financé à quel montant et pourquoi faire. Et donc, c'est pas tellement une bonne chose. Le but, il n'est pas d'être dans l'inquisition, c'est-à-dire toi, tu as combien dans ton assiette, mais qu'on sache aussi comment est financée la politique publique locale de la culture. C'est d'autant plus important. Alors moi, je vais vous donner juste quelques chiffres. Sur les subventions aux associations, par ordre d'importance pour les 5-6 premières, il y a 700 000 € par an sur le CDN, Nouveau Théâtre, Maison Populaire, 550 000, Musée pour l'Histoire, 230 000, CPJ 93, 110 000, logique, mais quand on... Bon, Instant Chaviré, 65 000. Il y aura, en tout cas c'est notre choix, hein, dans la construction de notre projet, sans volonté d'opposer les lieux, ou d'opposer les prestations, ou d'opposer les arts, ou d'opposer les structures, il faudra redéployer ce qu'est le soutien municipal en fonction aussi des territoires et des pratiques. On ne peut pas avoir plus de 65% des financements du domaine de la culture qui soient cantonnés sur 25% du territoire. On ne peut pas avoir des populations entières de la ville qui ne sont pas dans les publics, entre guillemets, ciblés par un certain nombre de financements. Donc il va falloir aussi avoir ce travail-là. Merci Razi. Donc merci déjà au premier témoignage qu'on a eu. Comme le disait Razi, c'est vrai que notre objectif c'est de renforcer l'existant, soutenir, valoriser le patrimoine qui existe déjà, les lieux de diffusion et de création qui existent, soutenir les artistes présents sur le territoire. On a aussi le projet de création d'une SMAC qui rentre dans l'un de nos axes qui est le rayonnement aussi culturel de la ville. En tout cas, c'est un projet qui répond à des... Scène des musiques actuelles. Ce projet sera mis en œuvre en concertation avec les lieux déjà existants, les instances chavirées, le Café La Pêche, la Maison Populaire, puisque ce sera vraiment notre axe de conduite, la concertation, validée par le Conseil local de la culture dont a parlé Razi. Et donc je passe la parole à Jean-Pierre Vivante qui représente le secteur musical, parce qu'on a eu les arts plastiques, le théâtre, et donc maintenant Jean-Pierre Vivante, président du réseau des musiques actuelles du département de Seine-Saint-Denis, et également président du Triton. Je salue aussi la présence parmi nous qui est venu en voisin de Bruno Laforesterie. Il est là, avec l'ami Siaka Doucouré, qui est l'un des porteurs de Radio Génération et inventeur et créateur du festival Paris Hip Hop, et qui est un ami par ailleurs. Merci. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité. Je vais
Je ne suis pas montreuillois, je suis donc le président d'un lieu au Lilas qui s'appelle Le Triton et qui se trouve être la seule SMAC du département de Seine-Saint-Denis. SMAC, ça veut dire Scène de musiques actuelles, et c'est un des 10 labels d'État, comme les CDN, comme les scènes nationales, etc., mais axé sur les musiques actuelles. La politique de l'État, je ne suis pas là pour en faire ni l'apologie, ni l'explication technique, mais je vois qu'un des points importants de ce qui est proposé et mis à débat ce soir, c'est précisément cette volonté par rapport à la création d'un lieu dédié aux musiques actuelles qui soit également labellisé. Donc je peux éventuellement apporter un petit éclairage là-dessus, vu que c'est non seulement mon métier en tant que président d'une scène de musiques actuelles, mais également président d'un réseau qui est le réseau qui s'appelle MAD 93, qui est le réseau des musiques actuelles sur le département et qui compte 17 membres, dont 3 membres qui sont les lieux dont on vient de parler à Montreuil, à savoir les Instants Chavirés, le Café La Pêche et la Maison Populaire. Donc ces 3 lieux sont des membres actifs de ce réseau, se réunissent régulièrement avec les autres, conçoivent des projets ensemble, partagent des expériences et partagent des luttes pour obtenir, pour faire entendre, pour faire évoluer, faire avancer. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que on est sur d'abord un département, la Seine-Saint-Denis, qui est ce qu'est, enfin je dirais, la culture à la Seine-Saint-Denis, c'est ce qu'est le vin au Bordelais, quoi, grosso modo. Donc c'est banal de le répéter et de le rappeler, mais en tout cas, il y a eu des statistiques il y a quelques années sur la population intermittente, en particulier sur à peu près le territoire d'Est Ensemble, donc sur Montreuil, Lilas, Pré-Saint-Gervais-Pantin, etc. On était le lieu en France à avoir la plus grosse densité par habitant d'intermittents du spectacle. Ce qui veut dire à la fois grande population de créativité, grande aspiration à la culture, mais en même temps très grande précarité quand même. Il faut quand même le rappeler que le statut d'intermittent, c'est pas une aubaine, c'est quand même la marque d'une précarité. Et nous sommes, les lieux de diffusion sont affreusement solidaires des intermittents du spectacle dans leur précarité. Je donne juste un chiffre qui pose les choses, parce que c'est vrai qu'il a été dit ici qu'on a toujours une tendance à regarder dans l'assiette du voisin ou à se faire regarder dans son assiette. Enfin, la difficulté de la distribution des subventions, c'est que effectivement, il y a des élus et des non-élus. Il y en a qui sont mieux dotés que d'autres. On ne comprend pas toujours la pertinence et la méthode d'attribution des subventions, comme quels sont les critères, l'ancienneté, etc. Donc simplement pour vous dire que le Triton, par exemple, c'est un lieu qui compte 23 salariés aujourd'hui, qui est un lieu qui fait 1,2 million de chiffre d'affaires, qui reçoit 500 000 € de subventions publiques au total, entre la DRAC, la région, le département, la ville des Lilas et certaines sociétés civiles, et que le plus petit emploi est payé au SMIC et le plus gros est payé à 2 fois le SMIC. Voilà, donc c'est 22 personnes qui travaillent, 23 personnes qui travaillent au minimum 35 heures par semaine. Ceux qui sont payés 2 fois le SMIC travaillent 70 heures par semaine, donc sont payés au SMIC également. Voilà, donc c'est un secteur qui a besoin de soutien. Il y a des études récentes qui ont montré, mais il faut s'en méfier, qui ont montré que le secteur de la culture était un secteur plus important en chiffre d'affaires et en fabrication de richesses que le secteur automobile. Il faut se méfier de ça parce qu'on n'est pas un secteur industriel, on est un secteur de l'intelligence et de la sensibilité, donc on ne peut pas
se contenter de l'industrie culturelle. Et je pense que la ville de Montreuil, pour ce que j'en connais, en tout cas ce que j'en observe à travers mes collègues des musiques actuelles, c'est que vraiment c'est une ville qui est faite de petites initiatives qui sont toutes pertinentes, qui sont toutes intelligentes, qui sont toutes près des gens, local et en même temps un rayonnement important. Le Café La Pêche a un rôle sur les musiques urbaines qui est absolument national. Les Instants Chavirés ont un rôle sur les musiques innovantes absolument indispensables. L'Argonaute, enfin la Maison Populaire, a eu un rôle sur les musiques du monde très important. Donc, même des tout petits lieux, des toutes petites initiatives ont une importance considérable. Donc, ça veut dire qu'il faut, évidemment, pour un élu comme ce que vous serez sans doute, il est nécessaire d'entendre, de coordonner, de soutenir, finalement de donner, de rendre compte, finalement d'aider à être compris, à être vu, toutes ces structures. Mais effectivement, en dehors de la communication, du soutien moral, il y a évidemment la question des moyens. Et la question des moyens, elle doit se traiter, à mon avis, surtout si vous êtes si vous avez envie de porter un projet de SMAC, elle doit se traiter en concertation avec l'ensemble des acteurs qui constituent déjà sur le territoire quelque chose d'important sur les musiques actuelles, chacun avec son style et chacun avec son public, sa façon de faire, sa force. C'est l'expérience de Stéréolux et de Trampolino. Ce sont deux lieux qui ont été créés à Nantes, qui sont là pour le coup des cathédrales quand même. Hein. Donc c'est pas une honte de construire des cathédrales. Mais ces cathédrales sont habitées de plein de petites initiatives. C'est-à-dire que pour construire cette cathédrale, il y a eu une concertation de l'ensemble des acteurs, des tout petits acteurs qui étaient à Nantes et qui se sont mis autour de la table et qui ont trouvé leur place dans la construction de ce projet et dans l'exploitation de ce projet. Donc s'il y a un exemple à suivre, me semble-t-il, sur la concertation, sur la préservation de la diversité, c'est précisément ce qui s'est passé à Nantes. Voilà, donc moi je ne suis pas ici comme Montreuillois, je suis ici comme témoin de ce qui se passe et comme acteur de ce qui se passe dans les musiques actuelles. Je finis simplement en disant qu'il y a effectivement une intercommunalité naissante qui pour les acteurs n'est pas très compréhensible, n'est pas très audible, est inquiétante. Il y a des revirements, on y va pas, ça existe, ça n'existe plus, ça va être intégré au Grand Paris, etc., etc. Il est absolument indispensable, me semble-t-il, dans les 2 années qui viennent, de donner des signes forts au niveau de l'intercommunalité, parce que malgré tout, cet ensemble a encore au moins 2 ans de vie autonome, et travailler en synergie entre les villes pour valoriser leurs équipements et leurs équipes artistiques me semble être une priorité. On ne peut pas se contenter uniquement du transfert des compétences sur l'enseignement artistique, sur le cinéma et sur la médiathèque. Il va falloir réellement se poser la question du spectacle vivant et traiter cette question autrement qu'avec un appel à projet de 10 000 € par an. Je pense qu'il va falloir militer pour ça. Je me lève. Stéphane Gaudet, ancien directeur et directeur artistique du Méliès de Montreuil. Je voudrais rebondir sur quelques propositions et formules que tu as énoncées tout à l'heure en te remerciant une nouvelle fois de cet engagement de réengager l'équipe du Méliès malmenée par la municipalité en place. Simplement pour me faire l'écho d'un certain nombre de propositions et voir jusqu'où on pourrait aller. C'est-à-dire que, effectivement, moi je te sais gré de ne pas opposer les structures les unes avec les autres, et pour le coup, pour une structure émergente qui est vraiment une cathédrale, c'est-à-dire le nouveau Méliès, 6 salles, un nombre considérable de fauteuils, un investissement très beau pour la ville, je pense effectivement que c'est un point d'ancrage d'un système d'aller-retour permanent entre la ville
le cœur de ville, comme on l'appelle aujourd'hui, et les zones plus excentrées par rapport à ce cœur de ville, et notamment le Haut-Montreuil. Et que, pour le coup, ça vaut à la fois en termes de diffusion, où il faudra effectivement repenser la question, entre autres, des transports, pour que les lieux culturels de ces espaces-là soient effectivement fréquentés par les populations excentrées, mais ça vaut aussi dans le rapport à la création, et tu soulignais l'importance de la création amateur. C'est vrai que dans les choses sur lesquelles on a été bridé, il y avait cette question-là précisément de comment faire en sorte qu'un cinéma moderne, qui se veut aussi une référence nationale dans le champ de l'art et essai, puisse être non seulement un espace de diffusion, d'excellence en accueillant tous les cinéastes du monde quand on peut encore, c'est visiblement nettement moins faisable aujourd'hui que la fréquentation s'est cassée la gueule et a baissé de quasiment 35% depuis l'année dernière, créant un déficit de apparemment 300 000 €. Donc l'idée c'est de relancer cette dynamique-là pour pouvoir ouvrir dans les meilleures conditions et donc de repenser quand même le projet culturel en faveur d'une dialectique création-distribution, création-diffusion, et donc de pouvoir par exemple accueillir des ateliers de création, de fabrication des films, apprendre avec les professionnels de la ville à faire de la vidéo avec des techniques relativement simples et peu coûteuses, mais qui permettent du coup de s'approprier pour eux cet espace de diffusion et donc d'être là dans une logique coopérative permanente. C'est pas simplement on vous montre le meilleur du cinéma du monde et de temps en temps on fait venir une star, mais c'est votre lieu, donc vous allez l'investir, donc on va vous aider à créer et donc à être accompagné. Et on sait qu'on a un certain nombre de cinéastes qui sont absolument partie prenante de cette initiative-là. On l'avait posé dans le projet culturel, on avait même dédié une salle à ce projet, elle a été supprimée, on l'a désignée comme le caprice du directeur. Nous, on pense que même dans l'espace existant, même si cette salle n'existe pas réellement, il y a moyen de mettre en place 6 ordinateurs avec des logiciels de montage et de réaliser ce projet-là, qui sera très important pour déplacer la frontière entre les amateurs et les professionnels, et donc créer vraiment une dynamique autour du futur Méliès. Merci encore. Dans vos projets que vous avez exposés, je pense que les bibliothèques sont des piliers extrêmement importants si on pense qu'il y a une démocratisation qui doit s'effectuer. Les horaires des bibliothèques sont lamentables, ils ferment à 17h, à 18h. Alors, moi, je ne veux pas faire porter ça au personnel des bibliothèques, mais je pense que où on embauche du monde, où on repense. Une bibliothèque qui ferme entre midi et 2h, c'est comme si c'est impensable. Et je pense que cette question-là est extrêmement importante et elle demande de votre part d'avoir une réflexion sur ce que sont des pratiques démocratiques et un conseil réel des habitants au niveau des bibliothèques. Je parle des bibliothèques de quartier. Je lisais dernièrement dans un journal où il y avait une réflexion où même certaines personnes demandent que les bibliothèques soient ouvertes le dimanche matin. Mais sans aller jusque-là, j'estime que fermer le samedi entre midi et 2h, le mercredi entre midi et 2h, c'est avoir une conception marchandise de la bibliothèque et ne pas tenir compte de la population qui est à côté. Fermé à 17h, et je ne vois pas les gens qui travaillent, comment ils peuvent venir en principe. D'autre part, vous avez peu parlé des... Et j'insiste, ne pas faire porter ça en demandant aux gens de travailler 45 heures. C'est un choix politique de savoir si on met de l'argent sur ces questions-là. Et d'autre part, vous n'avez pas du tout parlé des centres sociaux et culturels et des maisons de quartier. C'est pareil, c'est des centres qui ferment entre midi et 2h, qui pendant les vacances sont fermés du 21 décembre au 7 janvier. On se demande pourquoi ça s'appelle centres sociaux ou maisons de quartier. Et je pense que là aussi, il faut innover sur des pratiques démocratiques en ayant un conseil de maison qui ait des responsabilités sur le choix du fonctionnement. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui existe n'est pas bien, il y a des activités, mais je pense que dans une ville comme Montreuil, il devrait y avoir une propension à développer le rayonnement des centres sociaux qui sont dans les quartiers. Alors la troisième chose, je vais faire comme Eva Joly, je trouve que le 14 juillet, dans une ville comme Montreuil, devrait nous ramener à la façon dont Mitterrand avait fait un défilé du 14 juillet avec Goude,
le 14 juillet, la libération, ce devrait être la libération des cultures et pas nous amener des armées, des commémorations à n'en plus finir, même si les gens y tiennent, il faut peut-être leur faire comprendre qu'il y a des façons de parler avec l'autre, d'accepter les différences qui se manifestent très visiblement dans la culture. Et je pense que vous avez fait un très beau travail et ça ouvre un peu les esprits plutôt que de commémorer en permanence les victoires sur nos voisins. Et d'insister comme vous sur le fait que sans doute les bibliothèques municipales devraient, intercommunales aujourd'hui, le devraient ouvrir beaucoup plus longtemps. Ça vaut en soirée, ça vaut effectivement sur les périodes méridiennes, et ça vaut également le week-end. On parlait des bibliothèques de quartier qui sont moins ouvertes que la bibliothèque centrale et qui devraient ouvrir un peu plus tard le soir, notamment le midi. On pourrait parler aussi de la bibliothèque centrale qui va s'inscrire dans un cœur de ville et qui va devenir beaucoup plus actif qu'il ne l'a été jusqu'aujourd'hui avec l'ouverture du nouveau Méliès, et donc avec sans doute des activités le dimanche. Donc ça va devenir ce cœur de ville va devenir un lieu de vie également le dimanche qui n'était pas forcément auparavant, et donc nécessairement il va falloir se poser la question de l'ouverture des bibliothèques le dimanche. J'ai été ravi de vous entendre préciser que tout ça ne se fait pas sans moyens supplémentaires, et qu'effectivement ça implique des moyens en personnel pour pouvoir ne pas faire reposer tout ça sur les quelques personnes qui travaillent aujourd'hui. Je profite quand même de l'occasion qui m'est donnée pour dire de mots des bibliothèques. On oublie trop souvent dans les politiques culturelles qui sont menées de se pencher sur la question de la lecture publique. Je rappelle qu'après le cinéma, en France, les bibliothèques sont l'équipement culturel le plus fréquenté. À Montreuil, par exemple, la bibliothèque, c'est 19 000 inscrits. Donc c'est un équipement culturel de proximité qui est entièrement gratuit, qui va rester, je l'espère, et qui remplit de nombreux services pour les habitants. Moi, il me semble aussi qu'au-delà de la question des heures d'ouverture, une des priorités en ce qui concerne la lecture publique pourrait consister dans l'ouverture d'un équipement culturel autour d'une bibliothèque dans les Hauts-de-Montreuil. Dans les Hauts-de-Montreuil, on a 2 petites bibliothèques à Boissière qui sont de taille très restreinte, c'est 200 mètres carrés à chaque fois, et qui ne permettent pas de répondre aux aspirations et aux besoins des habitants de ces quartiers-là. Et donc, on pourrait envisager dans les Hauts-de-Montreuil, et ça répondrait à plusieurs objectifs, pas simplement de lecture publique, d'implanter un équipement culturel d'une certaine dimension, de manière à implanter dans ces territoires-là des équipements culturels de qualité. Parce qu'il y en a très peu, il y a le Théâtre des Roches qui a été réhabilité dans la nomenclature actuelle, et c'est très positif. Mais voilà, à part les 2 petites bibliothèques, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc il faudrait sans doute se poser la question, pourquoi pas autour d'une bibliothèque, de l'implantation d'un équipement culturel à vocation pluridisciplinaire, qui pourrait par exemple accueillir des salles de répétition pour le conservatoire, pour éviter aux jeunes de ces quartiers-là d'avoir à descendre en centre-ville, ce qui n'est pas simple compte tenu des problèmes de transport qui ont été évoqués par Stéphane Houdet à l'instant. Par ailleurs, le conservatoire est un peu trop petit pour accueillir l'ensemble des jeunes de cette ville. Donc il pourrait y avoir, dans un bâtiment culturel implanté dans ces quartiers-là, sans doute des studios de répétition. On pourrait imaginer aussi qu'il y ait un auditorium, pourquoi pas, qui puisse accueillir à la fois des événements liés à l'activité de la bibliothèque, mais aussi des spectacles ou des concerts dans ces territoires-là, qui pourraient donc être en partie séparés de la bibliothèque pour pouvoir accueillir ce type d'initiative. Bref, il y a des réflexions qui ont cours depuis de nombreuses années autour de l'implantation d'un équipement culturel dans ces quartiers-là. Je rappelle que dans la précédente mandature, les 2 candidats qui étaient arrivés au 2e tour dans le cadre de la précédente élection municipale avaient envisagé ce projet-là. Finalement, il n'a pas vu de jour. Je pense qu'il faudra rediscuter de cette perspective-là dans le cadre de la mandature prochaine. Voilà. Donc, il y a les questions des horaires, ce n'est pas la seule question qui se pose en matière de lecture publique. Je pense qu'il faudrait prendre appui sur les questions de lecture publique pour diminuer, résorber en partie les inégalités culturelles qui existent entre le haut et le bas de Montreuil. Voilà. Et il y a vraiment effectivement la volonté de créer un espace culturel multimédia dans le Haut-Montreuil pour faciliter le désenclavement du Haut-Montreuil, mais ça aussi, ce sera un projet qui sera validé par le Conseil local de la culture, conseil composé d'experts issus du secteur culturel, d'élus, et aussi on y associera les directeurs de l'administration, notamment le directeur de la bibliothèque, donc les directeurs de la direction culturelle. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc, Adrien du Weather Festival. Ok, bon, bonjour à tous. Donc, moi je tenais à saluer en fait Monsieur Razi Hamadi, parce qu'on est un festival du Grand Paris, c'est-à-dire désenclaver la culture parisienne et essayer un petit peu de proposer des énergies, des alternatives, je dirais, dans le Grand Paris. Et étant moi-même issu de la banlieue, je sais de quoi je parle. J'étais dans des jeunes publics, on rencontre aussi pas mal de difficultés dans le cadre de la culture. Et donc on est arrivé à Montreuil, on a organisé ce projet. On a eu pas mal de difficultés en direction de la mairie pour avoir les bons interlocuteurs et surtout avoir une oreille, ce qui a causé beaucoup de difficultés, de temps pour accéder à l'information, pour rencontrer aussi les interlocuteurs, puisque c'était souvent les abonnés absents. On a fait un projet dernier qui s'appelle le projet Mini Weather au théâtre Berthelot, qui par contre c'est vrai qu'on a travaillé avec les Chinois, avec différents acteurs sur Montreuil, et la porte a toujours été grande ouverte, il y a une vraie écoute de la culture. Donc cette année on va continuer, on reprend la Mini Weather au théâtre Berthelot. Pour les enfants c'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est les plus gros artistes de la scène électronique qui viennent gratuitement aussi. On espère même en faire plusieurs et même pourquoi pas faire un peu de pédagogie dans les écoles, créer des ateliers ici à Montreuil, pourquoi pas. En tout cas nous on reste fidèles à Montreuil, on reproduit cette année. Je dirais la difficulté aujourd'hui c'est qu'on va rester à Montreuil, on va garder Montreuil en haut d'affiche avec Paris, Montreuil, on fait Bobigny, on fait Le Bourget, on continue, on continuera, parce qu'on a été quand même très bien accueillis, je dirais, par le local. Et par contre, voilà, la difficulté que je pourrais dire aujourd'hui, que j'ai vue, que j'ai rencontrée à Montreuil, en tant que, parce que je suis quelqu'un de l'extérieur, donc je peux apporter aussi ma culture, mon public, je peux faire rayonner Montreuil à travers les murs, mais à travers l'Europe aussi, parce que c'est l'année prochaine, on attend quand même 70 000 personnes, enfin c'est pas n'importe quoi. Et c'est la chose que je reproche, pas que je reproche, mais que je trouve dommage, en fait, c'est qu'il n'y ait pas un vrai lieu de réception pour les jeunes, pour pouvoir faire des événements de tout type de musique possible, des rassemblements dans des lieux qui soient mis à disposition avec des clés accessibles et des techniques accessibles. Ça, c'est le gros problème pour nous qu'on a rencontré ici et qu'on trouve dommage. Parce qu'on aurait bien aimé, évidemment, demain en continuer et même grandir avec Montreuil et apporter, évidemment, cette plus-value en termes de culture qu'on trouve voilà, dans peu de villes. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire et j'espère que ça se fera. Je ne sais pas sous quel moyen ou dans quel temps, mais voilà, ça pourrait apporter énormément à long terme. Je veux dire, c'est ça qui apporte à une ville quelque chose aussi, c'est qu'elle soit un point de rassemblement qui soit identifié, pas que par les Montreuillois, mais surtout, et même, je dirais, par les communes environnantes et voire la province. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous. Le corollaire est anecdotique. Je suis allé à Berlin pendant les vacances, j'y ai passé 9 jours. J'ai rencontré des artistes là-bas, très nombreux, de tous âges. J'ai rencontré un jeune typographe suisse qui était en résidence, qui avait 22 ans. J'ai rencontré un des artistes historiques qui a peint sur le mur de Berlin alors qu'il était encore érigé et gardé. Et qui ont tous fait le même constat. À Berlin, il est très facile de produire, de créer. La similitude avec Montreuil, c'est que les projets se montent un petit peu à la do-it-yourself, c'est-à-dire que ça se fait de manière très spontanée, très rapide, ça dure ce que ça dure, et ensuite ça passe à autre chose. Et ces artistes m'ont dit quelque chose qui m'a intéressé et interloqué parce qu'ils ont une facilité vraiment incroyable pour produire. Par contre, pour vendre, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas d'économie à Berlin, il n'y a aucune économie, notamment pour les arts plastiques, la photographie, etc. C'est impossible. Pour ma part, en tant que photographe, et pour pas mal de plasticiens et de photographes que je peux connaître et rencontrer, je m'aperçois que le cheminement est presque inverse. C'est-à-dire qu'on travaille à Montreuil dans des difficultés qui sont nombreuses, et notamment du fait du manque d'ateliers, tu parlais de workshops, d'ateliers, de capacité de structure à accueillir la production, permettre la création d'artistes. Il y a énormément d'artistes qui sont vraiment dans la débrouille à Montreuil parce qu'il n'est pas possible de trouver des réceptacles suffisamment nombreux ou bien équipés. C'est vrai aussi pour la musique actuelle. Tout à l'heure, ton interlocuteur parlait de Trampolino qui propose des salles de répétition pour les musiciens. Il est donc compliqué en fait de créer à Montreuil, même si tout le monde a la volonté et crée énormément à Montreuil, alors que les débouchés économiques peuvent se trouver depuis Montreuil.
Il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui créent à Montreuil, qui ne créent pas pour Montreuil, et qui trouvent des débouchés économiques divers et variés selon leur discipline d'expression à l'extérieur de Montreuil. Donc c'est un peu l'inverse de ce Berlin-là que j'ai trouvé avec beaucoup de similitudes dans l'état d'esprit, mais par contre, j'aimerais y trouver cette capacité, moi par exemple, à trouver un atelier. Ça fait 3 ans que je cherche un atelier, ne serait-ce que ponctuellement en tant que photographe, pour pouvoir y produire des décors, des productions un peu plus lourdes. Je ne peux pas. Donc pendant 3 ans, je me suis cantonné avec beaucoup de bonheur à photographier la ville de Montreuil, son extérieur, son histoire en tant que passager éphémère. Par contre, sur des productions plus lourdes, c'est pas possible, alors que j'ai une économie pour mes productions. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci. Juste un mot pour peut-être s'orienter vers quelque chose qui a été évoqué quand même à plusieurs reprises. C'est ce qu'on a pu dire d'ailleurs le 19 décembre. C'est cette merci, hein, merci encore, et puis on espère avoir dans les années qui viennent un lieu voilà, comme celui que vous animez, le Triton, qui a animé, je pense, pour beaucoup de ceux qui ici sont fans des musiques actuelles sur le territoire de soirée. Merci beaucoup, merci encore, on peut vous applaudir. Merci, et on demandera conseil pour la SMAC. Parce que la SMAC, c'est quand même ce qui permet aussi de concilier production, diffusion, création, et sur un même site, en tout cas sous un même label, avec un financement orienté, ce qui est plutôt pas mal. Donc on aura, je crois, l'occasion d'y revenir. Le 19 décembre, lors du meeting de lancement de notre campagne, devant plus de 800 personnes, ce qu'on a dit, et je pense que c'est peut-être la première mesure qu'il faut qu'on puisse évoquer, c'est qu'on souhaite que la politique culturelle soit totalement transversale. Ça veut dire quoi, la transversalité ? La transversalité, ça ne veut pas dire seulement que les acteurs culturels, au-delà des programmes, se parlent entre eux. Ce matin, je discutais avec ceux qui ont repris le festival Africolor. Africolor, à la base, historiquement, il y a 25 ans, c'est le Noël malien. Et cette année, c'était par exemple Batida de l'électro-angolaise OCDN. On peut décider de mettre le paquet là-dessus. C'est-à-dire dire Africolor revient un petit peu à Montreuil, quand il a été beaucoup plus présent par le passé. Et on en fait un moment festif sur la période de Noël. Certains ont les marchés de Noël, mais nous on pourrait avoir le Noël malien avec Africolor, qui est un festival qui tourne, qui est un festival qui est reconnu, et qui est un festival aussi qui peut et je parle sous le contrôle de Hilaire, qui connaît bien ce festival-là, en tout cas eux te connaissent bien, tu le sais, mais qui peut aussi se décliner sur plusieurs jours, à travers plusieurs lieux, avec du gratuit, aussi du payant. Et donc là, ça pose la deuxième chose que je voulais dire pour terminer, la question du modèle économique. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a parlé des moyens, et là aussi, parce que je ne peux pas faire la sourde oreille par rapport à ce que disait Félicie tout à l'heure, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on s'avoue, c'est que lorsque Victor Hugo fait cette intervention-là, à l'époque, il n'y a pas de région Île-de-France, par exemple. Et il n'y a pas de conseil général. Conseil général dont, je tiens à rappeler, ça n'est pas aujourd'hui dans les compétences de financer la culture. Et pourtant, sur Montreuil, ce sont des centaines de milliers d'euros, alors que normalement, ce n'est pas sa compétence. Alors, quelquefois, c'est parce que ça se substitue à l'État, tu as raison, mais globalement, depuis Victor Hugo, on a dû multiplier par 10 le budget de la culture. Et heureusement, parce que la culture, c'est quand même cette chose formidable, c'est que plus on met des financements, et plus il y a de besoins. C'est-à-dire qu'on suscite, et tant mieux. C'est pour ça que c'est aussi un modèle économique virtuellement et réellement florissant, puisqu'il crée, l'offre crée la demande. D'ailleurs, tu sais, la rue Édouard Vaillant, il y a plusieurs théâtres. Moi, je te trouve parasite. Dans la rue Édouard Vaillant, il y a plusieurs théâtres. Alors on nous dit, oh là là, mais vous n'avez pas de chance, hein. Il y a plein de théâtres partout, là c'est embêtant. Moi, je voudrais qu'il n'y ait que des théâtres. Comme avant en Italie, où il y avait la rue des Menuisiers, la rue des
de ceux qui faisaient les bijoux, et ben il y aurait des rues, il y aurait plein de théâtres différents, avec des théâtres légers, des théâtres plus sérieux, des théâtres d'avant-garde. Ben moi je verrais bien Broadway à Montreuil, rue Édouard Vaillant. Donc moi je pense qu'il n'y a jamais trop en effet, plus il y en a mieux c'est. Voilà. Alors, tu as raison, pour finir sur un point, quand je disais transversalité, c'est aussi transversalité des politiques. Je le disais par exemple là par rapport à notre politique internationale. Et à la coopération internationale de Montreuil, aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui est en train d'être monté par la région, et la région de Caille, au Mali. Mais en lien avec Nouakchott et en lien avec Dakar. C'est à nous d'être là-dedans. Enfin, bon, si Montreuil, on n'est pas là-dedans, si on n'est pas dans l'appel à projet, on est où? La question du tourisme et du développement économique. Bon, on a parlé de la culture émancipation, on a parlé de la culture dans les quartiers, on a parlé du cinéma, on a parlé du théâtre, on a parlé de plein de choses ce soir. Mais on peut aussi en parler en termes de développement économique. Lorsqu'il y a un rayonnement culturel de Montreuil, tant du point de vue des pratiques que des événements, c'est aussi des gens qui viennent à Montreuil et qui viennent dépenser leur argent à Montreuil. Tout à l'heure, on avait nos amis du Weather Festival et on a parlé d'argent. On a parlé d'argent et on a parlé d'argent public. Moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter, et ce sont des amis, les fondateurs des Nuits Sonores. Les Nuits Sonores, il y a 11 ans, enfin il y a 12 ans maintenant, c'était 95% de financement public. Aujourd'hui, c'est 90% de financement privé. Est-ce que je m'en réjouis? Oui, parce que les 90% de financement public qu'on a pu dégager, parce que le privé a dit ça marche tellement bien qu'on va sponsoriser, eh bien ils servent à financer quelque chose d'autre. Et je pense qu'à Montreuil, on doit réussir aussi, même si ça peut être discuté et débattu ou critiqué, sur certains programmes culturels, sur certaines initiatives, à essayer de voir comment aussi on peut avoir du financement privé pour qu'on dégage des marges de manœuvre, pour lancer des choses, aider des choses qui ont des modèles économiques beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles, ce ne serait-ce que parce qu'ils offrent ou par les publics qu'ils ciblent. Et je pense que c'est à ce prix-là qu'on y arrivera. Donc je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on va échanger autour d'un verre et continuer la discussion et le débat. Remercier ceux qui nous ont accueillis. Remercier... ah oui, et Bruno, toutes mes excuses, Bruno. Bruno Laforesterie de Paris Hip Hop qui souhaite intervenir. Et je ne sais pas si Jean-Jacques Ocar voulait aussi prendre la parole éventuellement, la parole errante. D'autant qu'on a l'anniversaire de... Oui, voilà. Donc, et il y avait aussi une autre personne qui souhaitait intervenir sur la question du cinéma. Ah ben, voilà, quoi. Ah ben on continue alors. Oui, bonsoir Razi. Je voulais faire un petit mot d'amitié avant tout et de soutien à Razi. Bon, on se connaît depuis presque 20 ans, on a vieilli. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un des fondateurs de la Radio Génération, il y avait déjà 20 ans aussi presque, et du festival Paris Hip Hop. C'est juste un témoignage sur l'action culturelle et comment une ville qui a une ambition culturelle au niveau de sa municipalité peut faire bouger les choses. C'est vrai que nous, à Paris, il y a 10 ans, quand on est allé voir Bertrand Delanoë pour lui dire on va faire un festival de hip-hop, c'était très loin de ce qu'il voulait faire et de ses goûts personnels même et de la vision qu'il avait du rap, du street art. Enfin, mais il a considéré, il a dit écoutez, c'est pas mon truc, mais je vous fais confiance et je pense que ça concerne beaucoup de gens. Et en 10 ans, on est devenu un des grands projets culturels de la ville de Paris. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quelques mois, dans le street art, ils ont ouvert la tour Paris 13, qui a été une des plus belles réussites du street art mondial, qui a été repris dans tous les journaux mondiaux. Et dans un an, ils ouvriront à la Canopée le premier centre mondial du hip-hop sur 2000 m² en plein Châtelet-Léa. Tout ça pour dire qu'en partant de gens non convaincus mais qui s'ouvrent, il est possible de faire des choses. Et derrière, il y a des municipalités de banlieue. Dès le départ, le projet était de le faire avec toutes les villes du Grand Paris, du métropole, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était des villes de banlieue qui nous ont appelés en disant qu'on aimerait bien s'associer au projet et monter des projets. Et c'était les villes qui nous appelaient, c'était les directeurs d'action culturelle, c'était les conseillers municipaux. Et les choses se sont faites avec une vingtaine de villes sur le pourtour et dans le Grand Paris, le petit et sur la petite couronne. Et c'est vrai que nous, on a été amenés à travailler avec Montreuil grâce à Siaka, qui est avant tout un passionné de musique et qui a été à Génération pendant très longtemps, que je dédicace ce soir parce que partie des acteurs culturels et éducatifs les plus jeunes qui sont très importants dans les villes, et on le sait. Et donc on fait des choses avec des acteurs de terrain, mais en fait, jamais la ville de Montreuil
nous a appelés et on n'a jamais eu peur de communication, on n'a jamais eu l'impression qu'ils étaient spécialement intéressés par l'action culturelle, par jumeler des choses entre Paris et Montreuil, alors que voilà, on n'est même pas voisins, on est frères. Et aujourd'hui, une des réflexions que j'avais, et on en parlait tout à l'heure avec Sekar, si on prend le street art, quand on voit les artistes à Montreuil, quand on voit c'est vrai que c'est une des villes qui a peut-être raté d'une manière ou d'une autre, contrairement à sa voisine à Bagnolet à une époque, un peu ce virage, parce qu'il aurait été possible de faire des choses un peu extraordinaires compte tenu des surfaces et des gens qui ne s'est pas vraiment associé dans un certain nombre de mouvements culturels. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je suis là pour souligner que tout est possible et que l'action culturelle, quand elle est menée par une équipe municipale hyper volontaire et compétente, ça change les choses des acteurs culturels et je pense des gens. Voilà. C'était mon témoignage de soutien et d'amitié fidèle à Razi. Merci. Je ne sais pas vraiment pour la parole, mais il est tellement gentil, il m'a proposé, il va la prendre. Bon, moi je parle du lieu dans lequel on est, à ce que les gens ici me connaissent, Maison de l'Arbre, la parole est ronde. Pardon, excusez-moi, donc la Maison de l'Arbre, la parole est ronde. Moi je voudrais dire que longtemps qu'on est ici, deux municipalités, enfin, changement de maire, mais moi, j'ai pas l'impression, même si humainement, les gens, soyons clairs, j'ai de très bons rapports avec Jean Carbra, j'ai de bons rapports avec Madame Dominique Bonnet. Pour la même somme, simplement, toi, tu as été augmenté, moi jamais. 2500 €. Je suis d'accord avec ça, c'est effectivement il faut la base. Mais simplement, mon propos, c'est qu'il n'y a pas de politique culturelle de la ville de Montreuil. Il y a plein de partenaires, il y a plein de choses formidables, il y a toute une série d'individus, publics, un grand nombre, privés aussi, mais il n'y a pas de... non, voilà, si on me demandait de dire, donnez la politique, donnez-moi une idée de la politique culturelle de Montreuil, je dirais, comme notre ami qui est parti tout à l'heure, l'immense, là, il y a plein de gens qui sont dans cette ville, il y a plein d'intermittents, pas seulement dans Montreuil, mais enfin il y en a un grand nombre, il y a un potentiel incroyable, donc qui fait qu'il se passe plein de choses, hein, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais dire que la ville a impulsé à un moment donné une politique, il y a eu des individus, enfin, je veux dire, qui ont impulsé les choses, quelquefois, disons, à l'intérieur même de la municipalité, le cinéma, est un bon exemple, je veux dire. Mais dire que c'est la volonté politique culturelle de la ville, non. Il y a eu des structures mises en place par l'État où effectivement on allait chercher de l'argent dans tous les ministères, parce que, soyons clairs, tous les ministères ont une ligne culturelle, en dehors du ministère de la Culture. Tous les ministères, même le ministère de l'Armée, le ministère de l'Agriculture, j'en parle pas, ils ont un pognon. Tous les ministères ont une ligne culturelle. Et il y a un certain nombre d'années, hélas, il y a très nombreuses années, il y avait effectivement des financements de projets transversaux qui venaient de fonds qui étaient mis en place par la Corp. Je ne dis pas qu'il faut reprendre les exemples du passé, ne sont pas toujours les bons, mais on peut s'en inspirer pour repenser. Le dernier point que j'arrêterai là, c'est vrai que la France, enfin l'État français, le fonctionnement, on a un sigle, centre dramatique, scène nationale, tel. C'est vrai qu'il y a un ministre, enfin, il n'était pas ministre, il était secrétaire d'État. Il était pas ministre. Bon, il était parfait, mais bon. Et qui, effectivement, il n'avait pas d'argent. Il était la ministre des Cascades. Comme il n'avait pas d'argent, il s'est dit, on va peut-être réfléchir à faire quelque chose. Comme ça, pour laisser une petite trace dans l'histoire. Et on a le CEU, parce que c'est le premier, le seul et l'unique qui a fait ce travail seulement, disons, de l'archiviste, voudrais-je dire, enfin, un peu plus que l'archiviste, de rencontre des États, où effectivement on a fait le recensement en France et on les a rassemblés de tous. Et alors, ils ont appelé ça nouveau territoire de l'art, etc. C'était pas forcément le meilleur des sites, mais qu'importe. Et c'est vrai que d'un seul coup, on a vu apparaître des lieux exceptionnels pour certains. La friche de la Belle de Mai, voilà, c'était
Et il y en a plein d'autres. Hein. Des lieux beaucoup plus petits, beaucoup plus grands, enfin pas beaucoup plus grands que la Flèche, parce qu'il était énorme. Mais c'est vrai qu'à partir de là, l'État les a laissés. C'est-à-dire que certains s'en sont plutôt bien sortis, parce qu'on a réussi quelques-uns, mais l'État les a laissés, et je pense, moi je suis un vieux centralisateur en matière de culture. Je pense que l'État, les villes, les collectivités locales, etc., doivent avoir effectivement les moyens, mais l'État doit rester dans les institutions, enfin pas dans les institutions, mais doit rester dans les financements publics. L'État ne doit pas perdre ce rôle fondamental, parce que s'il perd ce rôle fondamental, eh bien la droite, qui effectivement pense que le ministère de la Culture, enfin une partie de la droite, pense que le ministère de la Culture doit disparaître, et bien là, elle gagnera. Merci Jean-Jacques. Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice Lavachère, je fais partie du séisme, le collectif indépendant des spectateurs du MEX. Merci Razi Hammadi de replacer la culture au centre de votre projet, ça me semble essentiel. Donc tout d'abord, nous défendons notre cinéma qui a été, comme chacun sait, attaqué très fortement depuis plus d'1 an. Et nous organisons en liaison avec Stéphane Goudet, le directeur artistique, et d'autres associations qui défendent également le cinéma. Nous organisons des méliès éphémères. Le prochain aura lieu à la Maison de l'Arbre, le 11 février exactement. Et donc nous comptons sur la présence du plus grand nombre pour parler du cinéma et pour travailler ensemble à la réflexion, enfin à une charte qui définirait les relations qui pourraient exister, qui devraient exister entre un équipement municipal, le cinéma en l'occurrence, et la municipalité, afin de garantir la plus grande indépendance de programmation et d'exercice du cinéma. Ça me semble fondamental. Monsieur Hammadi, vous avez, dès les premières heures du conflit concernant le cinéma, vous avez montré votre soutien, votre plus grand soutien. Vous affirmiez tout à l'heure vouloir la réintégration de 4 personnes qui ont été déplacées, licenciées, non renouvelées ou déplacées dans d'autres services qui n'étaient pas le service de leur activité principale. Vous avez également, le 19 décembre, interpellé le président de l'agglomération Est Ensemble pour lui demander de ne pas transférer de façon précipitée le personnel du cinéma à Est Ensemble, mais d'attendre les élections. Nous vous remercions d'avoir fait cette annonce et nous aimerions ce soir savoir ce qu'il en est, car nous n'avons aucune. Enfin, nous avons nous-mêmes interpellé le président Gérard Côme d'Est Ensemble et nous souhaiterions savoir ce qu'il en est de ce transfert du personnel, en espérant vivement qu'il ne sera pas effectif avant les élections et que le candidat qui sera élu pourra tenir ses engagements vis-à-vis du personnel du cinéma et des Montreuillois qui soutiennent. Merci beaucoup pour votre réponse. Sur 2 choses, ça, puis je conclurai, si vous en êtes d'accord, sur la transversalité. Je pense que pour toute politique à l'échelle d'une ville, un élu ou une élue, quelle qu'elle soit, on peut des fois se tromper. Le tout, c'est de reconnaître. On peut, des fois, y compris hors de ses fonctions, dire un gros mot. Ça arrive. On peut tout un tas de choses. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais accepté, que je ne peux pas accepter. C'est ce qui m'a amené à l'automne 2012, à une époque où il n'y avait aucune chance pour que nous puissions être candidats, parce que nul n'est parfait. Tout à l'heure, notre ami Ocard parlait des communistes, mais c'est la première fois dans l'histoire de Montreuil qu'un socialiste peut être candidat, puisqu'ils n'ont jamais pu l'être. Même si d'ailleurs il faudra faire les calculs, parce que je crois que sur notre liste, parce qu'il y en a qui se réclament de la société civile, tout ça, mais je crois que sur notre liste, les socialistes sont minoritaires. Il faudra vérifier, mais je crois qu'on n'en est pas loin. On est minoritaire.
Puisqu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de gens du terrain, il y a beaucoup d'animateurs, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens qui luttent en fait. Hein. Et moi, ce que j'ai refusé, et je l'ai dit d'ailleurs par le passé, hein, c'est qu'on m'a dit, Razi, il y a la politique et on ne peut pas t'en dire plus, mais ce qui se passe au Méliès est très grave. Je dis, enfin, on peut pas licencier des gens comme ça, les pointer du doigt et utiliser des méthodes, d'ailleurs les mêmes méthodes qu'on utilise en général en campagne électorale à Montreuil, en disant ces gens-là ont volé, je ne sais pas quoi, tout ça. Est-ce qu'il y a des preuves? Non, il n'y a pas des preuves, mais on ne peut pas t'en dire plus. Donc, si je comprends bien, vous me demandez d'être solidaire, de soutenir, en tout cas de ne pas m'opposer à une décision qui consiste à cibler des gens. Enfin, on peut pas, voilà, c'est des choses que je ne peux pas accepter. Et donc, j'ai milité avec d'autres et Est Ensemble a pris sa décision. C'est une collectivité autonome et indépendante du pouvoir législatif en tant qu'élu en tout cas. Et Est Ensemble n'a pas porté plainte. Et donc moi j'ai dit, toute personne est innocente tant qu'on n'a pas démontré le contraire. Et donc j'ai toujours défendu le fait que les agents du Méliès restent en place, surtout lorsqu'on les remettait en cause au travers de missions qui n'étaient pas les leurs. Aller s'occuper de salir le CV d'un directeur artistique pour expliquer qu'il aurait dû mieux s'occuper de la comptabilité, enfin bon, je peux comprendre que ce type de procès se passe en RDA. À Montreuil, en 2012 et 2013, ça me cause un peu plus de problèmes. Ensuite, il faut savoir que les 7 cinémas, c'est à l'unanimité, je tiens à le dire ici devant tous les témoins présents, c'est à l'unanimité que le transfert des 7 cinémas s'est fait au niveau de la communauté d'agglo. Écologistes, communistes, front de gauche et tous les fronts de gauche, socialistes, tous les socialistes. Tout le monde, à l'unanimité, a voté le transfert des cinémas à la communauté d'agglo et donc aussi des personnels. Et si on veut diriger une ville comme Montreuil, il faut être cohérent et honnête. Et pas arriver 3 mois avant les élections et dire « Ah ben nous, en fait, on n'est pas pour qu'il y ait transfert. » Alors on me dit « Oui, mais il y a le Grand Paris et la remise en cause peut-être d'Est Ensemble, puisqu'il y a le Grand Paris. » Alors, pour avoir défendu ce texte de loi, à aucun moment dans le texte de loi, il y a écrit que Est Ensemble disparaît. Certes, on change le nom, ça devient la Conférence des territoires. Certes, elle n'a plus de fiscalité, ou en tout cas de fiscalité propre au sens des EPCI, en tout cas des établissements publics. En tout état de cause, elle peut garder des compétences délégataires, sous-traitantes, entre guillemets, pour lesquelles le Grand Paris ne dit rien, et c'est Est Ensemble qui s'en occupe. Moi, je pense que le cinéma, ça doit rester au niveau d'Est Ensemble. C'est pertinent. Et l'unanimité des socialistes, des communistes et des écologistes qui a mené à ce qu'on constate qu'ils étaient convaincus de ça hier, je vois pas pourquoi 2 ans après, ça serait plus pertinent. Je vois pas pourquoi ce qui, il y a 2 ans, était une bonne chose, à la veille des élections, ça devient quelque chose de mauvais. Donc je pense que c'est au niveau de la communauté d'agglomération. Et en même temps, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a eu un conflit social violent, majeur. Et moi, ma ligne politique, qui est celle de tous les socialistes de Montreuil, mais pas seulement des socialistes, de tous les gens dotés d'un bon sens, c'est de dire, et je n'ai pas attendu d'ailleurs le meeting du 19 décembre, je l'ai fait par écrit le 16 décembre, je crois que la réunion c'était le 15, il y avait une réunion avec les agents, c'était le 16 la réunion avec les agents, le 17, et c'est le 17 au soir que j'ai écrit, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait aucun transfert avant les élections municipales. Aucun. Et ce qu'a été dit par Gérard Côme, ce qui m'a été dit, même si lors de la première réunion avec les syndicats, on me dit non, c'est pas vrai, il a dit qu'il allait transférer, etc. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'on est intervenu, et d'autres sont intervenus, les syndicats sont intervenus, les associations de spectateurs sont intervenues. Et légalement, le transfert, il aurait dû être fait au 1er janvier. Nous sommes le 23 janvier. Il n'y a pas de transfert. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait de transfert avant les municipales. Et moi, je défendrai, continuerai à défendre. Et d'ailleurs, je n'ai pas plus de raison que ça de continuer à le défendre parce que je pense que c'est pacté.
un transfert avant les élections municipales. Le transfert doit avoir lieu, je le crois moi, mais dans des conditions qui sont celles de l'accord des agents, dans des conditions sociales évidentes et avec un sujet. Je crois que le président de la communauté d'agglomération a dit qu'aucun sujet n'était interdit. Moi je considère qu'on a une nuance, mais moi je suis à Montreuil, lui il est à la communauté d'agglomération. C'est quand même un sujet prioritaire, la réintégration des agents, c'est une question de principe. Après les municipales. Donc je pense que c'est clair. Deuxième élément de conclusion, et après on arrête, c'est cette question de la transversalité. Tout à l'heure, notre ami Ocar, monsieur Ocar disait la politique. Quelle politique culturelle? Moi, quand il disait il y a plein de choses qui se font à Montreuil, moi je souhaite que demain, à l'échelle du Grand Paris, à l'échelle de la France, lorsqu'on pense Montreuil, on pense culture. Voilà. Il y a des villes qui s'expriment et qui sont reconnues à travers plein de choses. À travers le rural, l'agriculture, les technologies, il y a plein de choses. Moi je souhaite que ce soit ça. Et beaucoup de Montreuilloises et de Montreuillois souhaitent que ça soit ça. Et donc c'est la question de la transversalité, mais à travers tout. Regardez, est-ce que vous pensez qu'un plan local d'urbanisme peut avoir quelque chose avec la culture? Eh bien oui. Oui. Lorsque par exemple vous avez le prolongement de la ligne 11, le prolongement de la ligne 1, le tramway, et qu'à ce stade on n'a pas réfléchi à comment on allait préempter, ou en tout cas acheter des terrains pendant qu'ils ne sont pas encore à des prix inaccessibles pour que demain nous ayons des infrastructures culturelles sur ces lieux-là, on voit qu'un PLU peut être impacté par une politique culturelle. La question de la fonctionnalité, comme certaines villes le font, c'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'il y a des villes aujourd'hui en France qui disent aux promoteurs, pour tous les 500 mètres carrés construits, on veut 10% d'infrastructures ou de lieux dédiés à la culture. Ça existe aujourd'hui en France. Donc quand vous avez un promoteur qui a plusieurs milliers de mètres carrés sur un territoire, eh bien, il est obligé de dégager 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres pour une association culturelle. Au niveau du développement économique, on en a parlé. Au niveau du tourisme, on en a parlé. Au niveau de l'éducation, on en a parlé. Bref, la culture, pour tous et partout. Montreuil, ville culturelle, ça ne doit plus être seulement un slogan. C'est le quotidien de beaucoup d'entre nous. Ça peut être le quotidien de la ville et de l'ensemble de nos concitoyens. Merci à vous et on compte sur vous. Merci Rebecca, merci Jean-Fabien, merci à toutes et à tous. Merci à tous, merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Elle continue pour ceux qui le souhaitent. Merci encore.
Merci.